Nous avons fait connaître nos souhaits et ils ont été à contre-cœur, mais promptement suivis. Nos hôtes ont offert à mon père, dans sa demande, des cartes diverses montrant la surface intérieure entière de la Terre, ses villes, ses océans, ses mers, ses fleuves, ses golfes et ses baies. Ils ont aussi généreusement offert de nous donner des sacs de pépites d'or dont certaines d'entre elles étaient aussi grandes que l'œuf d'une oie, et que nous avions désiré emporter avec nous dans notre petite barque de pêche. En temps voulu nous sommes retournés à Jéhu, où nous sommes restés un mois dans l'aménagement et la révision de notre petit sloop de pêche. Après que tout soit prêt, le même bateau naze qui nous avait à l'origine découvert, nous a pris à bord et nous a conduits jusqu'à la bouche de la rivière Iddekel. Après que nos frères géants nous aient organisé l'appareillage de notre petite embarcation, ils ont cordialement manifesté leur grand regret pour la séparation et ont montré beaucoup de sollicitude pour notre sécurité. Mon père a juré par les dieux Odin et Thor qu'il retournerait sûrement de nouveau dans une année ou deux et leur ferait une autre visite. Et ainsi nous leur avons fait nos adieux. Nous avons préparé et hissé notre voile, mais il y avait peu de brise. Nous avons bénéficié de ce calme pendant 1 heure après que nos amis géants nous aient quittés et aient amorcé leur voyage de retour. Les vents soufflaient constamment au sud, c'est-à-dire qu'ils soufflaient de l'ouverture nord de la Terre vers ce que nous savions être le sud, mais que, selon la pointe de l'aiguille de notre boussole, correspondait directement au nord. Pendant 3 jours nous avons essayé de naviguer et de nous battre contre le vent, mais en vain. Sur quoi mon père a dit : « Mon fils, retourner par le même itinéraire que nous sommes entrés est impossible à cette époque de l'année. Je me demande pourquoi nous n'y avons pas pensé auparavant. Nous sommes restés ici presque 2 années et demie, donc, c'est la saison où le soleil commence à briller par l'ouverture sud de la Terre. La longue nuit froide s'étend actuellement sur la région du Spitzberg. Que doit-on faire ? Ai-je demandé. Il y a seulement une chose que nous pouvons faire, a répondu mon père, et c'est d'aller vers le sud. En conséquence, il a viré de bord l'embarcation, a cargué à fond les voiles et a pris le départ en suivant le nord de boussole, mais, en fait, en se dirigeant directement vers le sud. Le vent était fort et il nous semblait que nous fussions poussés par un courant qui nous emportait avec une rapidité remarquable dans la même direction. Après exactement 40 jours, nous sommes parvenus à Delphi, une ville que nous avions visitée en compagnie de nos guides Jules Galdéa et sa femme, près de la bouche du fleuve Gion. Nous nous y sommes arrêtés pendant 2 jours et avons reçu la meilleure hospitalité par les mêmes gens qui nous avaient accueillis lors de notre ancienne visite. Nous avons fait quelques provisions supplémentaires et avons de nouveau mis la voile, en suivant dûment le nord indiqué par l'aiguille. Dès notre arrivée à l'extérieur de la Terre, nous sommes passés au travers d'un canal étroit qui a semblé être un boyau séparant 2 contreforts considérables de terre. Il y avait une belle plage à notre droite et nous avons décidé de la reconnaître. Mouillant l'ancre, nous avons regagné la rive à pied pour nous reposer pendant 1 jour avant de continuer notre dangereuse expédition vers l'extérieur. Nous avons construit un feu, que nous avons alimenté de quelques bouts flottants de bois sec. Tandis que mon père marchait le long du rivage, j'ai préparé un repas apprécié avec les provisions apportées. Il y avait une lumière douce, que mon père attribua au soleil brillant dans l'ouverture du sud de la Terre. Cette nuit nous avons dormi profondément et nous nous sommes éveillés le matin suivant tout régénérés comme si nous avions été dans nos propres lits à Stockholm. Après le petit déjeuner nous avons commencé à faire un tour pour découvrir l'intérieur de la région, mais nous n'étions pas partis loin, quand nous avons aperçu quelques oiseaux que nous avons reconnus immédiatement, comme appartenant à la famille de pingouins. Ce ne sont pas des oiseaux volants, mais des nageurs excellents et de taille énorme, avec une blanche poitrine, de courtes ailes, la tête noire et un long bec pointu. Ils atteignent facilement 9 pieds de haut, 2,73 m. Ils nous ont regardés un peu surpris et se sont peu de temps après, dandinés au lieu de marcher vers l'eau, et se sont éloignés à la nage dans la direction du nord. Les nuits ne sont jamais si sombres au pôle que dans d'autres régions, car la lune et les étoiles semblent posséder 2 fois plus de lumière et de brillance. De plus, il y a une lumière continue, et des nuances diverses, dont le jeu est parmi les phénomènes les plus étranges de la nature.
Les événements qui sont arrivés pendant les 100 jours ou plus sont indescriptibles. Nous étions sur une mer ouverte et sans glace. Nous avons estimé être au mois de novembre ou de décembre et nous savions que le prétendu pôle antarctique était tourné vers le Soleil. Donc, en quittant la lumière électrique interne du Dieu qui fume et sa chaleur affable, nous devrions rencontrer la lumière et la chaleur du Soleil extérieur, brillant par l'ouverture de sud de la Terre. Nous ne nous trompions pas. Le fait, qui donne le phénomène de l'aurore polaire la plus importante, consiste en ce que la Terre devient autolumineuse, cela, en plus de la lumière venant du corps central ainsi qu'il en est d'une planète, lui confère la capacité de supporter un processus approprié, qui lui est propre. Parfois, notre petite embarcation, conduite par le vent qui était continu et persistant, plongeait au travers des eaux comme une flèche. En effet, aurions-nous rencontré une roche cachée ou un obstacle, notre petit navire se serait fendu en 1000 morceaux. Enfin, nous avions pris conscience que l'atmosphère devenait décidément plus froide, et quelques jours plus tard, les icebergs ont été aperçus loin à gauche. Mon père affirmait correctement que les vents qui gonflaient nos voiles venaient du climat chaud de l'intérieur. Ce temps de l'année était certainement le plus propice pour faire notre saut dans le monde extérieur et essayer de faire courir à toute allure notre sloop de pêche par les canaux ouverts de la zone gelée qui entoure les régions polaires. Nous fûmes bientôt parmi les blocs de glace, et nous nous demandâmes comment notre petit bateau a pu passer les canaux étroits et a échappé à l'écrasement, je ne saurais le dire. La boussole a exécuté les mêmes mouvements désordonnés et fous, dans le passage sur la courbe du sud ou sur le bord de la carapace de la Terre, qu'elle avait montré lors de notre entrée par le nord. Elle tournoyait et plongeait comme une chose possédée du démon. Le capitaine Sabine, dans son livre des voyages dans les régions arctiques, dit: la détermination géographique de la direction et l'intensité des forces magnétiques aux points différents de la surface de la Terre a été considérée comme un objet digne de recherche particulière. Pour examiner dans différentes régions du globe, la déviation, l'inclinaison et l'intensité de la force magnétique et les variations périodiques et séculaires de ces dernières ainsi que leurs relations mutuelles et leurs interdépendances, seuls des observatoires, concernant l'étude du champ magnétique, devraient être dûment installés. Un jour, comme je regardais paresseusement les eaux claires, par-dessus le bord du sloop, mon père a crié, écueil par bloc, droit devant. En regardant vers l'avant, j'ai aperçu au travers d'une brume qui se dissipait, un objet blanc nous surplombant de plusieurs centaines de pieds de haut, coupant complètement notre avance. Nous avons descendu la voile immédiatement mais pas assez tôt. Quelques instants après, nous nous sommes trouvés coincés entre deux icebergs monstrueux. Chacun d'eux pressurait et raclait son énorme voisin de glace. Ils ressemblaient à deux dieux guerriers luttant pour la suprématie. Nous nous sommes alarmés sérieusement. En effet, nous étions en première ligne d'une bataille royale, le bruit tonitruant du grincement de la glace ressemblait à des tirs continus d'artillerie. Les blocs de glace plus grands qu'une maison étaient fréquemment soulevés de 100 pieds par la force puissante de la pression latérale, ils frissonnaient et se balançaient en avant et en arrière pendant quelques secondes, pour venir ensuite s'effondrer avec un hurlement assourdissant et disparaître dans l'écume des eaux. Ainsi, pendant plus de 2 heures, cette confrontation des géants de glace a continué. Il nous a semblé que c'était, pour nous, la fin. La pression de la glace était énorme et bien que nous n'ayons pas été coincés dans la partie dangereuse du goulot d'écrasement et que nous étions sauvés pour l'instant, cependant le soulèvement et l'arrachement des tonnes de glace qui se précipitaient ici et là dans les profondeurs aqueuses nous faisaient frissonner de peur. Finalement, à notre grande joie, le frottement des blocs de glace a cessé et après quelques heures, la grande masse de glace se divisa lentement, comme si la Providence avait agi, et directement avant nous s'étendait un chenal ouvert. Devons-nous nous aventurer avec notre petite embarcation dans cette ouverture? Si la pression apparaissait de nouveau, notre petit sloop, aussi bien que nous-mêmes, serait envoyé dans le néant. Nous avons décidé de saisir la chance et, en conséquence, nous avons hissé la voile à la faveur d'une brise favorable et nous sommes bientôt partis comme un cheval de course, affrontant ce chenal étroit inconnu d'eau libre. Fin de la partie 4.
Agartha, voyage à l'intérieur de la Terre creuse, partie 5. Parmi les blocs de glace. Pendant les 45 jours suivants, nous avons employé notre temps à esquiver des icebergs et à rechercher les passages formant un chenal. En effet, si nous n'avions pas été favorisés par un vent fort du sud et un petit bateau, je doute que cette histoire n'ait jamais pu être rapportée au monde. Enfin, un matin mon père me dit, « Mon fils, je pense que nous devrions voir notre maison. Nous sommes presque sortis de la glace. Voilà l'eau libre s'étend devant nous. » Cependant, il y restait quelques icebergs qui flottaient au loin vers le nord dans l'eau libre, toujours par-devant de nous de chaque côté, s'étirant sur de nombreux milles. Directement devant nous et suivant la boussole, qui s'était maintenant redressée, plein nord, il y avait une haute mer. Quelle merveilleuse histoire nous devrons raconter aux gens de Stockholm, a continué mon père, tandis qu'un regard plein d'enthousiasme, bien excusable, illuminait son honnête visage. Et pense aux pépites d'or entassées dans la cale. J'ai adressé des mots aimables d'éloge à mon père, non seulement pour sa ténacité et son endurance, mais aussi pour son audacieux courage d'explorateur à la recherche de découvertes, et pour avoir entrepris ce voyage qui va maintenant avoir une fin couronnée de succès. Je lui étais aussi reconnaissant d'avoir amassé la provision d'or que nous ramenions à la maison. Tandis que nous nous félicitions sur l'abondance des vivres et de l'eau que nous avions encore à notre disposition et sur tous ces dangers auxquels nous avions échappé, nous avons été choqués par une explosion des plus terrifiantes, qui provenait de l'éclatement d'une montagne énorme de glace. C'était un grincement assourdissant comme le tir d'une douzaine de canons. Nous naviguions à ce moment-là à grande vitesse et nous sommes arrivés aux abords d'un iceberg monstrueux qui était selon toute apparence aussi immobile qu'une île rocailleuse. Il nous a semblé, cependant, que l'iceberg s'était fendu et cassé isolément, et l'équilibre du monstre, le long duquel nous naviguions, avait été compromis et il commençait à pencher dans notre direction. Mon père a rapidement pressenti le danger avant que je n'aie compris ces terribles éventualités. L'iceberg se prolongeant de plusieurs centaines de pieds sous l'eau, a basculé, et la partie émergeant de l'eau, a attrapé notre sloop comme un levier sur son point d'appui et l'a projeté dans l'air comme si cela avait été un ballon de football. Notre bateau retomba sur l'iceberg, qui entre-temps avait tourné et nous présentait alors maintenant son sommet. Mon père était toujours dans le bateau prisonnier des cordages du gréement alors que moi j'avais été éjecté à près de 20 pieds, 6 mètres 1, de là. Je me suis rapidement remis sur pied et je criai à mon père, qui a répondu, « Ça va ». À ce moment même, une vision se présenta à mon esprit. Horreur sur horreur. Le sang s'est glacé dans mes veines. L'iceberg était toujours en mouvement et son énorme poids et la force de son retournement allaient causer temporairement son immersion. J'ai parfaitement réalisé quel tourbillon aspirant il allait produire dans l'élément liquide chaque côté de lui. Les eaux se précipiteraient dans la dépression dans toute leur fureur, comme des loups blancs impatients sur une proie humaine. Dans ce moment suprême d'angoisse mentale, je pense à jeter un coup d'œil à notre bateau, qui était couché sur son côté et je me demandais s'il pourrait éventuellement se redresser sur lui-même et si mon père allait pouvoir s'en sortir. Est-ce que c'était la fin de nos luttes et aventures? Était-ce la mort? Toutes ces questions furent projetées dans mon esprit en une fraction de seconde et un moment plus tard j'ai été confronté à une question de vie et de mort. Le lourd monolithe de glace a coulé au-dessous de la surface et les eaux glaciales ont bouillonné autour de moi dans une colère frénétique. J'étais dans une soucoupe, avec les eaux versantes de partout. Quelques instants plus tard j'ai perdu connaissance. Quand j'ai partiellement récupéré mes sens et que je me réveillai de mon évanouissement d'homme à demi noyé, je me suis trouvé humide, raide et presque gelé, étendu sur l'iceberg. Mais il n'y avait aucune trace de mon père ou de notre petit sloop de pêche. Le monstrueux iceberg s'était redressé et en s'équilibrant de nouveau, il avait soulevé sa tête peut-être de 50 pieds au-dessus des vagues. Au sommet de cette île de glace, s'étendait un plateau, mesurant peut-être une demi-acre. Environ 2500 mètres carrés. J'aimais bien mon père et j'y ai été frappé de chagrin au terrible fait de sa mort. Je m'insurgeai contre le destin, qui ne m'avait pas permis de m'endormir avec lui dans les profondeurs de l'océan.
Finalement, je me suis remis sur mes pieds et j'ai regardé autour de moi. Le dôme couleur pourpre du ciel surplombait le vert océan sans bornes et seulement un iceberg occasionnel était perceptible. Je sombrais cordialement dans le désespoir le plus profond. Je traversai prudemment l'iceberg pour rejoindre l'autre côté, espérant que notre sloop s'y était redressée. Ai-je osé penser que mon père vivait toujours? Ce n'était qu'une lueur d'espoir qui a jailli dans mon cœur. Mais l'attente faisait bouillir mon sang dans mes veines comme le ferait un stimulant rare passant par chaque fibre de mon corps. J'ai rampé jusqu'au côté abrupt de l'iceberg et j'ai regardé fixement loin vers le bas, espérant toujours. Alors j'ai fait le tour de l'iceberg, parcourant chaque parcelle de la piste et ainsi j'ai continué à tourner et tourner encore. Une partie de mon cerveau devenait certainement fêlée, tandis que l'autre partie, jusqu'à aujourd'hui, était parfaitement raisonnable. Je réalisais que j'avais fait le circuit une douzaine de fois et tandis qu'une partie de mon intelligence savait avec force raison qu'il n'y avait pas le moindre espoir, cependant une aberration fascinante, étrange et ensorcelée me contraignait toujours à la séduction de l'espérance.